Le 18 octobre 2022, dans une salle d'audience du tribunal supérieur du comté de Monterey, en Californie, un jury s'est levé et a prononcé un verdict. Coupable. Coupable de meurtre au premier degré. 26 ans après les faits. 26 ans pendant lesquels cet homme avait vécu librement. 26 ans pendant lesquels il avait continué à faire du mal à d'autres femmes. 26 ans pendant lesquels la famille de Kristen Smart s'était levée chaque matin sans savoir où était le corps de leur fille, sans savoir où était leur sœur, sans savoir où était celle qu'ils aimaient. L'homme qui se trouvait dans le box des accusés ce jour-là s'appelait Paul Flores. Il avait 45 ans. Il était gras, terne, ordinaire. Rien dans son apparence ne trahissait ce qu'il avait fait. Rien ne le distinguait d'un homme quelconque croisé dans une rue quelconque. Mais derrière cette apparence ordinaire se cachait quelque chose que les enquêteurs avaient mis 26 ans à prouver. Un crime commis une nuit de mai 1996, dans une chambre de résidence universitaire, sur une jeune femme de 19 ans qui avait simplement voulu rentrer chez elle après une fête. Cette histoire que vous allez entendre ce soir est différente des autres. Pas seulement parce que le crime est brutal, pas seulement parce que l'enquête a duré 26 ans, mais parce que dans cette affaire, tout le monde savait. Dès le début, presque tout le monde savait qui avait fait ça. La famille savait, les amis savaient, les enquêteurs savaient, la communauté entière de San Luis Obispo savait. Et pourtant, pendant 26 ans, personne n'avait pu le prouver. Pendant 26 ans, un homme avait marché librement dans les rues de Californie avec le secret de ce qu'il avait fait cette nuit-là. Et pendant 26 ans, le corps de Kristen Smart n'avait jamais été retrouvé. Il ne l'est toujours pas. Ce que vous allez entendre, c'est l'histoire d'un crime parfait qui ne l'était pas vraiment, d'un suspect qui croyait avoir gagné, et d'une famille qui n'a jamais abandonné. Restez avec moi, parce que chaque détail de cette affaire a son importance, et parce que la fin de cette histoire va vous rappeler quelque chose d'essentiel sur la nature de la vérité. Elle attend toujours, peu importe combien de temps ça prend. Pour comprendre ce qui s'est passé la nuit du 24 au 25 mai 1996, il faut d'abord connaître Kristen Smart, 19 ans, étudiante en première année à la California Polytechnic State University, plus connue sous le nom de Cal Poly, à San Luis Obispo, en Californie. Cal Poly est l'une de ces universités américaines qui semble sortie d'un film. Un campus verdoyant sur la côte centrale de Californie, des collines dorées, un ciel toujours bleu, des étudiants qui font du vélo entre les bâtiments, une atmosphère de liberté et de commencement. C'est là que Kristen avait choisi de construire sa vie adulte. Elle venait de Stockton, en Californie, où elle avait grandi avec ses parents, Stan et Denise Smart et ses frères et sœurs. Sa famille la décrivait avec des mots simples et précis. Son frère Matt a dit d'elle qu'elle était une artiste, qu'elle était une aventurière, qu'elle était une personne à part entière, pleine de vie. Kristen avait cette qualité rare chez les jeunes gens de son âge. Elle savait qui elle était. Ou plutôt, elle était en train de le découvrir avec enthousiasme. Elle avait grandi avec des valeurs fortes, une famille soudée, des racines profondes, et quand elle est arrivée à l'université, elle avait voulu explorer une autre version d'elle-même, une version plus libre, plus aventureuse. Elle avait commencé à se faire appeler Roxy parmi ses nouveaux amis. Pas pour cacher qui elle était, mais parce que l'université représentait un nouveau chapitre, une nouvelle page, un endroit où l'on peut se réinventer un peu, comme le font tous les jeunes gens de 19 ans quand ils quittent pour la première fois la maison familiale. Son amie Vanessa Shields a dit de Roxy que c'était une sorte d'alter ego, qu'elle voulait juste s'amuser et jouer avec cette nouvelle identité. Kristen appelait ses parents tous les dimanches, sans exception. Ce détail dit quelque chose de fondamental sur qui elle était. Une fille qui s'éloignait de chez elle pour grandir, mais qui ne coupait pas le fil, qui tenait à rester connectée à sa famille, même en explorant sa liberté. Elle avait eu du mal à s'adapter au début. Les cours étaient difficiles, le rythme de l'université était différent de celui du lycée. Mais Kristen n'était pas du genre à reculer devant les défis. Elle avançait, elle travaillait, elle construisait sa vie, bloc par bloc, jour après jour. Et puis, le vendredi 24 mai 1996 est arrivé. Un vendredi soir du week-end de Memorial Day, un de ces week-ends de 3 jours où les campus universitaires américains s'animent d'une énergie particulière. Les cours s'arrêtent, les étudiants soufflent, les fêtes se multiplient. Kristen avait décidé de sortir ce soir-là.
comme des milliers d'autres étudiants de son âge dans des milliers d'autres universités ce même soir. Elle est allée à une fête hors campus, elle a retrouvé des amis, elle a bu, elle a ri, elle a vécu ce que vivent les étudiants de 19 ans un vendredi soir en mai en Californie. Et quelque part au cours de cette soirée, ses chemins ont croisé les chemins d'un homme qui l'observait, un homme qui attendait, un homme dont le nom allait hanter cette affaire pendant 26 ans. Paul Flores. Le vendredi 24 mai 1996, le campus de Cal Poly se vidait progressivement. Le week-end du Memorial Day avait commencé. Les étudiants partaient en voiture vers les plages. D'autres restaient sur place et organisaient des fêtes. C'était ce genre de soirée légère, insouciante, typique de la fin du semestre universitaire américain. Christine Smart avait décidé de rester. Elle avait décidé de sortir, de profiter, de vivre ce que les étudiants de 19 ans vivent un vendredi soir de printemps en Californie. La fête avait lieu hors campus, une fête de fraternité, informelle, avec de la musique, de l'alcool, des dizaines d'étudiants qui se mélangent. Christine était là avec des amis, elle riait, elle dansait, elle était Christine, elle était Roxy. Elle était une jeune femme de 19 ans qui profitait du début de l'été. Et quelque part dans cette foule, il y avait un homme qui ne la quittait pas des yeux. Paul Flores, 20 ans, également étudiant en première année à Cal Poly. Originaire d'Arroyo Grande, une petite ville à 30 minutes au sud de San Luis Obispo. De l'extérieur, Paul Flores était un étudiant ordinaire, pas particulièrement remarquable, pas particulièrement sociable. Mais cette nuit-là, plusieurs témoins ont remarqué quelque chose. Ils ont remarqué que Paul Flores regardait Christine, qu'il la suivait des yeux, qu'il se déplaçait dans la fête en fonction de ses déplacements à elle. Des hommes présents ce soir-là ont dit plus tard aux enquêteurs qu'il était prédateur. Ce mot exactement, prédateur. Qu'il attendait, qu'il cherchait à se retrouver seul avec elle, qu'il y avait quelque chose dans son comportement qui mettait mal à l'aise. Mais dans une fête bruyante, avec de l'alcool, avec des dizaines de personnes, ces signaux sont faciles à ignorer, faciles à rationaliser. On se dit que c'est juste un garçon timide qui aime une fille. On se dit que ça n'est rien. Et la soirée continue. Christine a bu cette nuit-là, plus que d'habitude. Au fil des heures, elle est devenue de plus en plus intoxiquée. Vers 2 heures du matin, le samedi 25 mai, elle a quitté la fête, ou plutôt elle a essayé de quitter la fête. Parce qu'à un moment donné, 2 étudiants qui rentraient chez eux ont trouvé Christine Smart évanouie sur la pelouse d'une maison du voisinage. Ces 2 étudiants s'appelaient Cheryl Anderson et Tim Davis. Ils l'ont aidée à se relever, ils ont vu qu'elle était dans un état qui ne lui permettait pas de rentrer seule, ils ont décidé de l'accompagner jusqu'à son dormitoire, Muir Hall, à quelques centaines de mètres de là. Et c'est à ce moment précis que Paul Flores est apparu. Il s'est joint au groupe. Il a proposé d'aider à raccompagner Christine. Il était souriant, il semblait serviable. Il semblait être exactement ce qu'il prétendait être, un étudiant qui voulait aider une camarade en difficulté. Tim Davis s'est séparé du groupe en premier. Il habitait hors campus, sa voiture était garée ailleurs. Il a dit bonne nuit et il est parti. Ensuite, c'est Cheryl Anderson qui s'est arrêtée. Elle devait rejoindre son propre dormitoire, Sierra Madre Hall. Elle a regardé Christine. Elle a regardé Paul Flores, et Paul Flores lui a souri et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il a dit qu'il habitait plus près du dormitoire de Christine que Cheryl. Il a dit qu'il allait s'en occuper, qu'il allait la raccompagner jusqu'à Muir Hall. Cheryl Anderson a hésité, peut-être une fraction de seconde, peut-être plus, mais elle a fini par partir. Elle a tourné les talons et elle est allée vers son propre dormitoire. Et Paul Flores s'est retrouvé seul avec Christine Smart dans la nuit de San Luis Obispo. C'était la dernière fois que quiconque voyait Christine Smart en vie. Ce moment, cette fraction de seconde où Cheryl Anderson a choisi de partir, ce n'est pas sa faute, il faut le dire clairement. Cheryl Anderson n'a rien fait de mal. Elle a fait confiance à un étudiant qui semblait digne de confiance. Elle a fait ce que n'importe qui aurait fait dans la même situation. La faute n'est pas la sienne. La faute est entièrement de l'homme à qui elle a fait confiance. Voici ce que Paul Flores a déclaré à la police dans les jours qui ont suivi. Il a dit qu'il avait accompagné Christine jusqu'à son propre dormitoire à lui, Santa Lucia Hall, que là, il l'avait laissé partir seul vers Muir Hall, que c'était les dernières secondes où il l'avait vue, qu'il était rentré dans sa chambre, qu'il n'avait rien d'autre à dire.
Cette version des faits allait devenir la pierre angulaire de sa défense pendant 26 ans. Je l'ai laissé partir, je suis rentré dans ma chambre, je ne sais pas ce qui lui est arrivé après. Mais quelque chose ne collait pas. Plusieurs choses ne collaient pas. La première chose qui n'allait pas, c'était le trajet. Santa Lucia Hall, le dormitoire de Flores, n'était pas sur le chemin direct entre la fête et le dormitoire de Christine. Pour accompagner Christine à son dormitoire à elle, Flores n'avait aucune raison logistique de passer par le sien d'abord, aucune raison géographique, aucune raison pratique, sauf une. Sauf s'il n'avait jamais eu l'intention de la ramener chez elle. La deuxième chose qui n'allait pas, c'était le timing. Le dormitoire de Santa Lucia Hall était presque entièrement vide ce week-end du Memorial Day. Les étudiants partaient, les couloirs étaient déserts, les chambres étaient vides. Paul Flores le savait. Il savait que personne ne les verrait entrer. Il savait que personne ne les entendrait. Et la troisième chose qui n'allait pas était visible à l'œil nu. 2 jours après la disparition de Christine Smart, Paul Flores a été photographié. Et sur cette photographie, qui est devenue l'une des images les plus connues de toute cette affaire, Paul Flores avait un œil au beurre noir, un hématome profond autour de l'œil droit, la marque d'un coup violent. Quand les enquêteurs lui ont demandé comment s'était blessé, Paul Flores a donné une explication vague, une explication qui changeait selon les versions. Un accident de sport, une phaser, quelque chose qui n'était pas convaincant. Les enquêteurs, eux, avaient une autre théorie. Une théorie que les preuves allaient confirmer 26 ans plus tard. Christine Smart s'était battue. Dans cette chambre de dormitoire vide, dans cette nuit de mai, cette jeune femme de 19 ans avait résisté. Elle avait frappé. Elle avait laissé une marque. Et cette marque, visible sur le visage de Paul Flores 2 jours après, était peut-être la première preuve physique de ce qui s'était passé cette nuit-là. Mais en 1996, personne ne pouvait encore le prouver. Et Christine Smart avait disparu, complètement, sans laisser de traces, comme si la terre l'avait avoué. Le samedi 25 mai 1996, Christine Smart ne s'est pas réveillée dans son dormitoire, parce qu'elle n'y était pas. Ses affaires étaient là, son sac à main était là, sa carte d'identité était là, son argent était là, tout ce qu'une jeune femme de 19 ans emporte avec elle quand elle part quelque part était là, intact, intouché, exactement comme elle l'avait laissé. Seule Christine manquait. Ses amis ont commencé à s'inquiéter rapidement. Ils savaient dans quel état elle était la nuit précédente, ils savaient qu'elle n'était pas rentrée, ils savaient que quelque chose n'allait pas. Une amie en particulier, Margarita Campos, a alerté la police du campus dès le début. Elle a dit que Christine était portée disparue, qu'elle ne l'avait pas vue depuis la nuit précédente, qu'elle était inquiète. La police du campus a écouté, et puis la police du campus a fait quelque chose d'incompréhensible. Elle n'a rien fait. Elle a décidé que Christine Smart était probablement quelque part en train de s'amuser, qu'elle avait peut-être rencontré quelqu'un, qu'elle était peut-être partie spontanément pour le week-end, qu'une jeune femme de 19 ans qui ne rentre pas après une fête, ce n'est pas nécessairement une urgence. Cette décision allait avoir des conséquences catastrophiques, parce que chaque heure qui passait sans investigation était une heure de plus pour l'auteur du crime, une heure de plus pour effacer des preuves, une heure de plus pour faire disparaître ce qui ne devait pas être retrouvé. 2 jours après la disparition de Christine, la mère Denise Smart a reçu un appel téléphonique de la police du campus de Cal Poly. Pas pour lui dire qu'une enquête était en cours, pas pour lui dire qu'il cherchait activement sa fille, mais pour lui demander si Christine était chez elle, pour lui demander si Christine était avec ses parents. Denise Smart a répondu non, bien sûr que non. Christine était à l'université. Et à ce moment-là, Denise Smart a su. Elle l'a dit elle-même. Elle a dit qu'elle a immédiatement eu peur, que ce n'était pas dans le caractère de Christine de disparaître sans prévenir, que Christine appelait ses parents tous les dimanches, que Christine ne partait pas sans dire où elle allait, que quelque chose de grave s'était passé. La police du campus avait attendu 2 jours pour contacter la famille. 2 jours pendant lesquels Christine était officiellement portée disparue par ses amis. 2 jours pendant lesquels personne n'avait lancé de recherche sérieuse. 2 jours pendant lesquels l'auteur du crime avait eu tout le temps qu'il lui fallait. Et ce n'est pas tout. Quand l'enquête a finalement commencé, elle a été entachée d'une série d'erreurs qui allaient compromettre l'affaire pendant des décennies. La première erreur, et peut-être la plus grave, concerne Paul Flores lui-même. Paul Flores était la dernière personne connue à avoir été avec Christine Smart.
Dans n'importe quelle enquête criminelle sérieuse, cette personne est la première à être interrogée, immédiatement, sans délai. Parce que chaque heure qui passe est une heure pendant laquelle les souvenirs s'estompent et les preuves disparaissent. La police de Cal Poly a attendu 6 jours pour interroger formellement Paul Flores. 6 jours. 6 jours pendant lesquels Paul Flores a pu se préparer, se concerter avec ses proches, construire sa version des faits, peaufiner son alibi, effacer ce qui devait être effacé. 6 jours. C'est une éternité dans une enquête criminelle. Et quand les enquêteurs ont finalement parlé à Paul Flores, ils ont trouvé en face d'eux un homme calme, un homme préparé, un homme qui avait une histoire claire et cohérente. Je l'ai accompagné jusqu'à mon dormitoire, je l'ai laissé partir seul, je suis rentré dans ma chambre. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé après. Mais il y avait des choses que Paul Flores ne pouvait pas contrôler. La première de ces choses était son visage, cet œil au beurre noir que tout le monde avait remarqué, cette marque qui ne correspondait à aucune des explications qu'il donnait. Et la deuxième chose que Paul Flores ne pouvait pas contrôler, c'était ce que les chiens allaient trouver. Quelques semaines après la disparition de Christine, les enquêteurs ont pris une décision importante. Ils ont fait venir des chiens renifleurs spécialement entraînés pour détecter les odeurs de décomposition humaine, ce qu'on appelle des chiens cadavres. Et ils les ont envoyés inspecter les chambres du dormitoire Santa Lucia Hall, le dormitoire de Paul Flores. Ce dormitoire comptait 113 chambres, 113 pièces à inspecter. Et parmi toutes ces chambres, parmi tous ces corridors, parmi tous ces espaces, 4 chiens différents ont réagi au même endroit. 4 chiens distants, entraînés séparément, travaillant indépendamment les uns des autres. Tous les 4 ont détecté une odeur de décomposition humaine au même endroit précis. La chambre de Paul Flores, sa chambre vide, sa chambre qui censait n'avoir rien de particulier, sa chambre dans laquelle il avait dit qu'il était rentré seul cette nuit-là. 4 chiens, le même endroit, la même réaction. Ce résultat aurait dû être suffisant pour déclencher une fouille immédiate et approfondie. Ce résultat aurait dû faire basculer l'enquête dans une direction claire. Mais en 1996, les résultats des chiens cadavres n'étaient pas suffisants à eux seuls pour obtenir un mandat d'arrêt. Les enquêteurs le savaient, les avocats de Flores le savaient, et Paul Flores le savait aussi. Alors l'enquête a continué, laborieusement, douloureusement. Et une autre preuve allait apparaître, une preuve physique cette fois. Quelques mois après la disparition de Christine, en octobre 1996, une femme du nom de Marie Lassiter louait la maison de Suzanne Flores, la mère de Paul, une maison dans la ville d'Arroyo Grande, à une trentaine de minutes de Cal Poly. Marie Lassiter faisait le ménage un jour quand elle a trouvé quelque chose, un brinco, un seul brinco de femme. Elle a regardé ce brinco et elle a pensé à quelque chose. Elle avait vu les affiches de recherche de Christine. Elle avait vu les photos de Christine. Et sur ces photos, Christine portait un collier avec un pendentif qui ressemblait étrangement au brinco qu'elle tenait dans la main. Marie Lassiter a fait ce qu'une citoyenne responsable devait faire. Elle a contacté les enquêteurs. Elle leur a remis le brinco. Elle leur a expliqué où elle l'avait trouvé, dans la maison de la mère du principal suspect. Un brinco qui ressemblait au bijou de la victime, dans la maison de la famille du suspect. C'était peut-être la preuve physique que tout le monde cherchait depuis des mois. Et un détective l'a pris, l'a mis quelque part, et ne l'a jamais enregistré officiellement comme pièce d'accuviction. Le brinco a disparu, perdu dans les méandres administratifs d'une enquête mal gérée, avant même d'avoir reçu un numéro de dossier, avant même d'être analysé. Une preuve potentiellement décisive, disparue, perdue, à cause d'une négligence qui défie l'entendement. La famille Smart, elle, n'abandonnait pas. Stan et Denise Smart avaient quitté Stockton et s'étaient installés dans la région de San Luis Obispo pour être plus proches des recherches. Ils avaient créé leur propre réseau d'information. Ils avaient distribué des milliers d'affiches. Ils avaient contacté des médias. Ils avaient fait tout ce que des parents désespérés peuvent faire quand le système qui était censé les aider les avait abandonnés. En 1996, frustrés et épuisés par l'inaction des enquêteurs, les Smart avaient pris une décision radicale. Ils avaient intenté une action civile en dommages et intérêts contre Paul Flores. Un procès civil, pas pénal. Parce que sans preuve suffisante, le procureur refusait d'inculper Flores au pénal. Mais la famille Smart voulait au moins le forcer à parler,
à s'expliquer, à répondre de ses actes devant un tribunal. En 1997, lors d'une déposition liée à ce procès civil, l'avocat de la famille Smart a posé des questions à Paul Flores. Des questions simples. Le nom de ses parents, leur lieu de travail, ce qu'il a fait la nuit du 24 mai, ce qu'il savait sur la disparition de Christine. Et à chaque question, Paul Flores a répondu la même chose. Il lisait une phrase sur un bout de papier que son avocat lui avait préparé. Il disait « Sur le conseil de mon avocat, je refuse de répondre à cette question en invoquant le 5e amendement de la Constitution des États-Unis. » Question après question. Heure après heure. Le 5e amendement. Le droit à ne pas s'auto-incriminer. Un droit fondamental dans le système judiciaire américain. Un droit légitime. Mais utilisé ici comme un bouclier, comme une armure, comme une façon de dire « je ne parlerai pas » sans jamais avoir à expliquer pourquoi. La famille Smart regardait cet homme en face, l'homme qu'ils croyaient responsable de la mort de leur fille, et il refusait de répondre à la moindre question. Question après question, heure après heure, le 5e amendement. Ce jour-là, Paul Flores a quitté la salle de déposition et il est retourné à sa vie ordinaire, sa vie libre, comme si rien ne s'était passé. Et Christine Smart n'était toujours pas retrouvée. Paul Flores est rentré chez lui après cette déposition. Il a traversé le parking du tribunal, il a ouvert la portière de sa voiture, il a conduit jusqu'à chez lui et il a continué à vivre. C'est ça le détail qui est le plus difficile à accepter dans cette affaire. Pas l'absence de preuves, pas la lenteur de l'enquête, pas les erreurs commises en 1996, mais le fait que pendant 25 ans, Paul Flores savait ce qu'il avait fait. Il se levait chaque matin en sachant, il mangeait, dormait, travaillait, se déplaçait en Californie en sachant. Et pendant ce temps, la famille de Christine Smart cherchait sa fille, cherchait son corps, cherchait des réponses, cherchait la vérité que cet homme emportait avec lui partout où il allait. Les années 90 ont passé, les années 2000 ont passé, les années 2010 ont commencé, et Paul Flores était toujours libre, toujours connu comme le suspect principal, toujours surveillé de loin, mais toujours libre. Pour comprendre comment c'est possible, il faut comprendre quelque chose de fondamental sur le système judiciaire américain. Savoir n'est pas prouvé, croire n'est pas prouvé, suspecter n'est pas prouvé. Dans ce système, un homme est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au-delà de tout doute raisonnable. Et en l'absence du corps de Christine Smart, en l'absence d'une preuve physique directe reliant Flores au crime, en l'absence d'un témoin qui avait vu ce qui s'était passé dans cette chambre de dormitoire cette nuit-là, les procureurs avaient refusé d'inculper Paul Flores, encore et encore, au fil des années, parce qu'ils savaient ce que savait tout le monde, mais ils ne pouvaient pas le prouver. Pendant ce temps, des choses continuaient de se passer autour de Flores, des choses qui, prises séparément, ne suffisaient pas à l'arrêter, mais qui, mises bout à bout, dessinaient le portrait d'un homme que personne ne devrait jamais laisser en liberté. La première chose concerne la maison de sa mère, Suzanne Flores, à Arroyo Grande. Pendant des années, cette propriété a été au centre des spéculations. Des témoins avaient mentionné avoir entendu Flores dire des choses troublantes à des proches, des choses vagues mais suggestives, des allusions à l'emplacement du corps de Christine. Un ancien colocataire avait raconté que Flores lui avait dit, de façon presque désinvolte, que Christine était enterrée sous une pergola dans un jardin. La police avait fouillé la propriété de Suzanne Flores à plusieurs reprises, en 1996, en 2002, en 2006. À chaque fois, les chiens cadavres réagissaient. À chaque fois, les enquêteurs creusaient. Et à chaque fois, ils ne trouvaient pas ce qu'ils cherchaient. Ou du moins, pas de façon suffisamment concluante pour poursuivre. Il y avait eu un moment particulièrement révoltant lors d'une de ces fouilles. Les enquêteurs avaient remarqué une grande jardinière en béton dans le jardin, une structure assez grande pour contenir quelque chose, ou quelqu'un. Ils avaient voulu l'inspecter, mais Suzanne Flores avait refusé. Elle ne voulait pas que ses plantes soient dérangées. Et à l'époque, sans mandat spécifique couvrant cet élément, les enquêteurs n'avaient pas pu insister. Une jardinière en béton, des plantes qu'une mère ne voulait pas déranger, et peut-être, juste peut-être, quelque chose en dessous. Mais sans preuve, sans mandat, sans certitude, les enquêteurs étaient repartis les mains vides, encore une fois. La deuxième chose concerne ce que faisait Paul Flores pendant ses années de liberté. Ce que la police a découvert bien plus tard, en fouillant ses appareils numériques, a révélé quelque chose qui donne la nausée.
Paul Flores avait une collection de vidéos, des vidéos qu'il avait lui-même enregistrées, des vidéos sur lesquelles il apparaissait en train d'avoir des rapports sexuels avec des femmes qui semblaient inconscientes, des femmes qui ne réagissaient pas, des femmes qui n'étaient visiblement pas en état de consentir à quoi que ce soit. Le shérif Ian Parkinson, qui avait repris l'affaire en 2011, a regardé ces vidéos, et il a dit publiquement que ce qu'il avait vu lui avait donné envie de vomir. Que quelqu'un puisse faire ça, qu'il ait filmé ça, qu'il ait gardé ces images, comme des trophées, comme des souvenirs, parce que c'est exactement ce que c'était, des trophées, l'expression d'un homme qui prenait ce qu'il voulait sur des femmes qui ne pouvaient pas se défendre, et qui filmait pour revivre ça, encore et encore. En plus de ces vidéos, les enquêteurs avaient trouvé dans l'historique de navigation Internet de Paul Flores des téléchargements massifs de pornographie. Pas de la pornographie ordinaire, de la pornographie spécifiquement centrée sur le viol de femmes ivres, sur des étudiantes universitaires droguées, sur des femmes sans connaissance abusées sexuellement. Ce n'était pas une curiosité anodine, ce n'était pas une curiosité passagère, c'était un schéma documenté. Un schéma qui remontait à la nuit du 24 mai 1996, quand une étudiante de 19 ans avait été trouvée évanouie sur une pelouse et qu'un homme avait proposé de la raccompagner chez elle. La troisième chose concerne les autres femmes, parce que Christine Smart n'était pas la seule. Au cours des 25 ans qui ont suivi sa disparition, d'autres femmes ont raconté des histoires sur Paul Flores, des histoires similaires, des soirées, de l'alcool, un homme qui s'approchait quand elles étaient vulnérables. 2 femmes en particulier ont témoigné lors du procès. 2 femmes qui ont dit que Paul Flores les avait droguées et violées. 2 femmes dont les témoignages n'avaient jamais mené à des poursuites judiciaires à l'époque, parce qu'elles n'avaient pas été crues, parce que les preuves manquaient, parce que le système avait échoué à les protéger. Exactement comme il avait échoué à protéger Christine Smart. En 2011, quelque chose a changé dans l'enquête. Ian Parkinson a été élu shérif du comté de San Luis Obispo et l'une de ses premières promesses publiques a été de faire de l'affaire Christine Smart une priorité absolue. Il s'est engagé devant la famille Smart à reprendre l'enquête depuis le début, à réexaminer chaque pièce à conviction, à réinterroger chaque témoin, à suivre chaque piste que ses prédécesseurs avaient peut-être négligée. Ce n'était pas une promesse en l'air. Parkinson a mis des ressources réelles derrière ces mots. Sous sa direction, l'équipe d'enquête a exécuté 23 mandats de perquisition, 96 nouvelles interviews collectées, 258 nouvelles pièces à conviction collectées, des techniques d'analyse ADN modernes appliquées à de nombreuses anciennes preuves, une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie. Mais même avec tout ça, quelque chose manquait encore, quelque chose que les enquêteurs seuls ne pouvaient pas fabriquer, un témoignage décisif, une preuve irréfutable, un élément qui permettrait enfin de franchir le seuil du doute raisonnable. Et cet élément allait venir d'une direction que personne n'avait anticipée. Pas d'un laboratoire, pas d'un nouveau témoin retrouvé par les enquêteurs, pas d'une avancée technologique, d'un homme avec un microphone et des millions de personnes prêtes à écouter. Chris Lambert avait 8 ans en 1996. Il vivait sur la côte centrale de Californie. Il était trop jeune pour comprendre ce qui se passait. Trop jeune pour saisir l'ampleur de ce que la disparition de Christine Smart représentait pour sa communauté. Mais il grandissait avec cette histoire autour de lui, avec ce nom dans les conversations des adultes, avec ces affiches collées sur les murs des commerces du quartier, avec cette question suspendue dans l'air de San Luis Obispo depuis des années. Qu'est-il arrivé à Christine Smart? Et qui a fait ça? Chris Lambert est devenu musicien, journaliste indépendant, un homme curieux, méthodique, obsédé par les détails. Et en 2018, avec la bénédiction de la famille Smart, il a pris une décision. Il allait consacrer tout son temps, toute son énergie, toute sa rigueur à cette affaire. Il allait remonter chaque piste, retrouver chaque témoin, écouter chaque enregistrement, lire chaque rapport. Et il allait tout raconter dans un podcast qu'il a appelé « Your Own Backyard », dans ton propre jardin. Ce titre n'était pas anodin. Il disait quelque chose sur la nature de cette affaire, sur le fait que le tueur de Christine Smart n'était pas un inconnu venu d'ailleurs, c'était quelqu'un de là, quelqu'un du campus, quelqu'un que tout le monde connaissait ou aurait pu connaître, quelqu'un qui avait vécu et travaillé et existé dans ce même espace pendant des années, dans leur propre jardin. Le premier épisode est sorti en septembre 2019, et ce qui s'est passé ensuite a dépassé toutes les attentes de Chris Lambert. En quelques semaines, le podcast a explosé. Des centaines de milliers d'écoutes, puis des millions.
En un peu plus d'1 an et seulement 8 épisodes, Your Own Backyard avait été téléchargé plus de 5,5 millions de fois. 5,5 millions. Pour un podcast indépendant sur une affaire criminelle locale en Californie, ce chiffre dit quelque chose sur la façon dont cette histoire touchait les gens, sur la façon dont l'histoire de Christine Smart résonnait au-delà de San Luis Obispo, au-delà de la Californie, au-delà des États-Unis. Des gens partout dans le monde écoutaient. Et parmi ces gens qui écoutaient, il y en avait certains qui se souvenaient, qui avaient des informations, qui avaient vu quelque chose, qui avaient entendu quelque chose, et qui pour la première fois depuis des années avaient un moyen de faire en sorte que cette information arrive aux bonnes personnes. Le shérif Ian Parkinson a reconnu publiquement la contribution du podcast à l'enquête. Il a dit que Chris Lambert avait pris une histoire locale et l'avait transformée en histoire nationale, et que cette transformation avait produit quelque chose de concret, des témoins. Des témoins qui ne s'étaient jamais manifestés auparavant, des témoins qui avaient entendu parler du podcast et qui avaient finalement décidé de parler. Chris Lambert lui-même a dit qu'il avait apporté aux enquêteurs un certain nombre de témoins qui les intéressaient beaucoup et d'autres dont ils ne voulaient pas du tout, et que des mois plus tard, il le rappelait parfois pour lui demander de remettre en contact certaines personnes. Le podcast avait créé un réseau d'information, un réseau humain que les enquêteurs seuls n'auraient jamais pu construire. Mais le podcast n'était qu'une pièce du puzzle, parce que pendant que des millions de personnes écoutaient, les enquêteurs travaillaient. Et en 2020, ils ont fait quelque chose de décisif. Ils ont saisi les appareils numériques de Paul Flores, ses ordinateurs, son téléphone, ses disques durs. Et c'est là qu'ils ont trouvé les vidéos dont je vous ai parlé dans le blog précédent, les vidéos de femmes inconscientes, les téléchargements de pornographie centrés sur le viol de femmes ivres. Ces éléments ne prouvaient pas directement le meurtre de Christine Smart, mais ils prouvaient quelque chose d'essentiel. Ils prouvaient que Paul Flores était exactement le type d'homme que les enquêteurs avaient toujours pensé qu'il était. Un prédateur. Un homme qui ciblait les femmes vulnérables, un homme qui avait fait de la violence sexuelle un schéma répété dans sa vie. Pendant ce même temps, les enquêteurs s'intéressaient de nouveau à la propriété de Rubén Flores, le père de Paul. La maison d'Arroyo Grande avec son grand terrain, son avocatier, son jardin. Les enquêteurs avaient une nouvelle technologie à leur disposition. Un radar à pénétration de sol. Un outil qui permet de détecter des anomalies sous la surface de la Terre sans creuser, sans avoir à chercher à l'aveugle. Le 15 mars 2021, les enquêteurs ont exécuté un mandat de perquisition sur la propriété de Rubén Flores. Ils ont passé 2 jours complets sur cette propriété. Avec des chiens cadavres, avec le radar à pénétration de sol, avec des équipes de fouilles. Et ils ont trouvé quelque chose. Sous le patio, derrière la maison de Rubén Flores, dans la terre, profondément enfouies, des traces de décomposition humaine. Des traces trop dégradées pour permettre une identification ADN formelle, mais des traces réelles, des traces mesurables, des traces qui disaient que quelque chose d'humain avait été là, enterré là, et puis déplacé. Quelqu'un avait creusé, quelqu'un avait mis quelque chose dans ce sol et quelqu'un était revenu plus tard pour le reprendre. Cette découverte, combinée aux vidéos trouvées sur les appareils de Paul Flores, combinée aux témoignages des nouvelles témoins, combinée à 25 ans de surveillance et de collecte de preuves, a finalement fourni aux procureurs ce dont ils avaient besoin. Le 13 avril 2021, 24 ans et 11 mois après la disparition de Christine Smart, le shérif Ian Parkinson a tenu une conférence de presse. Il a annoncé l'arrestation de Paul Flores, 44 ans, résident à San Pedro, en Californie, arrêté à son domicile, inculpé de meurtre au premier degré, et simultanément son père, Rubén Flores, 80 ans, arrêté à Arroyo Grande, inculpé de complicité de meurtre après les faits, pour avoir aidé son fils à dissimuler le corps de Christine Smart, pour avoir permis que ce corps soit enterré dans son jardin, pour avoir gardé le silence pendant 25 ans. La mère de Paul Flores, apprenant l'existence du podcast, avait été entendue disant à son fils de l'écouter pour qu'il puisse trouver des failles dans le raisonnement de Lambert, pour qu'il puisse se préparer, pour qu'il puisse se défendre. Mais il n'y avait plus de failles à trouver, il n'y avait plus de version à défendre, il n'y avait plus de 5e amendement à invoquer pour éviter les conséquences. Le shérif Parkinson a dit une chose simple à la fin de cette conférence de presse. Il a dit qu'après 24 ans, ils avaient enfin pu rendre justice à Christine et apporter une forme de clôture à la famille Smart et à leur communauté. 2 détectives avaient pris l'avion dans le Colorado, où l'Hélène Sigel vivait maintenant. Non pas pour appeler, non pas pour envoyer un message, pour être là physiquement.
pour regarder cette mère dans les yeux et lui dire en personne que l'homme qui avait tué sa fille était enfin arrêté. 25 ans après. Enfin. Le procès de Paul Flores n'a pas eu lieu à San Luis Obispo. La défense avait demandé un changement de juridiction. L'argument était simple. L'affaire Christine Smart était tellement connue dans le comté de San Luis Obispo que Paul Flores ne pouvait pas bénéficier d'un procès équitable là-bas. Tout le monde avait une opinion, tout le monde avait suivi l'affaire pendant des années, tout le monde avait écouté le podcast, tout le monde savait le nom de Paul Flores et ce qu'on lui reprochait. Le juge a accepté la demande. Le procès a été déplacé à Salinas, dans le comté de Monterrey, à 170 km au nord de San Luis Obispo. Et il a commencé en juillet 2022, 26 ans après les faits, dans une salle d'audience que Paul Flores ne connaissait pas, devant des jurés qui, officiellement, ne connaissaient pas l'affaire. La particularité de ce procès était sa structure. Paul Flores et son père Rubén Flores étaient jugés simultanément mais par deux jurys séparés. Deux groupes de jurés distincts qui entendaient les mêmes témoignages dans la même salle mais qui délibéraient séparément et qui allaient rendre des verdicts indépendants l'un de l'autre. L'accusation avait constitué un dossier impressionnant. Plus de 50 témoins appelés à la barre. Des témoins qui avaient vu Paul Flores observer Christine, des témoins qui avaient décrit son comportement comme prédateur. Deux femmes qui avaient témoigné que Paul Flores les avait droguées et violées lors de soirées similaires. Des experts en analyse de décomposition humaine qui avaient expliqué ce que les traces trouvées dans le jardin de Rubén Flores signifiaient. Des experts en comportement criminel, des experts en ADN, des enquêteurs qui avaient travaillé sur l'affaire pendant des décennies. Et face à tout ça, la défense avait appelé 4 témoins. 4. L'avocat de Paul Flores, Robert Sanger, avait tenté plusieurs angles d'attaque. Il avait essayé de semer le doute sur les preuves forensiques, il avait qualifié certaines analyses scientifiques de pseudosciences, il avait tenté de suggérer que d'autres personnes auraient pu être responsables de la disparition de Christine. Il avait même mentionné Scott Peterson, un autre étudiant du campus qui avait été condamné plus tard pour le meurtre de sa femme enceinte, comme suspect alternatif possible. Mais le jury n'a pas été convaincu par ces arguments, parce que les preuves accumulées pendant 26 ans étaient là, toutes là. Les chiens cadavres qui avaient réagi dans sa chambre en 1996, l'œil au beurre noir inexpliqué 2 jours après la disparition, les vidéos trouvées sur ses appareils, les témoignages des femmes qui l'avaient agressé, les traces de décomposition dans le jardin de Rubén Flores, des témoins qui avaient décrit son comportement prédateur lors de la fête. Chaque élément seul aurait peut-être semé un doute, mais ensemble, ils formaient quelque chose d'irrésistible. Ils formaient la vérité. Le 18 octobre 2022, après des semaines de procès et plusieurs jours de délibération, le jury a rendu son verdict. Coupable. Coupable de meurtre au premier degré. Unanime. Les 12 jurés, sans exception. Dans la même salle, quelques instants plus tard, le verdict concernant Rubén Flores a été annoncé. Non coupable. Le jury du père avait estimé que les preuves de sa complicité n'étaient pas suffisantes au-delà de tout doute raisonnable. 2 verdicts opposés, prononcés à quelques minutes d'intervalle, dans la même salle d'audience. La famille Smart était présente. Les frères et sœurs de Christine étaient là. Des amis de Christine qu'il avait connus en 1996 étaient là. Des enquêteurs qui avaient consacré des années de leur carrière à cette affaire étaient là. Et Chris Lambert, le podcasteur qui avait contribué à relancer l'enquête, était là aussi, assis dans la salle, devant une affiche de Christine Smart. Le visage de la jeune femme qu'il avait appris à connaître à travers des documents, des témoignages et des photos. La jeune femme dont il avait raconté l'histoire à 5,5 millions de personnes. Le 10 mars 2023, Paul Flores a été conduit devant la juge Jennifer O'Keefe pour la sentence. La juge avait le choix entre plusieurs options. L'accusation avait demandé la peine maximale, la défense avait demandé la clémence, et la juge O'Keefe a prononcé sa sentence, 25 ans à perpétuité. Paul Flores ne serait pas éligible à une libération conditionnelle avant 2047 au plus tôt. Il aurait alors 70 ans, s'il était encore en vie. Avant de prononcer sa sentence, la juge O'Keefe a dit quelque chose qui est resté dans les mémoires. Elle a regardé Paul Flores et elle a dit qu'il était un cancer de la société. Un cancer. Pas un criminel ordinaire, pas un homme qui avait commis une erreur. Un cancer. Quelque chose qui se répand, quelque chose qui détruit tout ce qu'il touche, quelque chose qu'il faut contenir pour protéger les autres.
Le procureur Chris Peverell avait dit la même chose différemment. Il avait dit que Paul Flores était un vrai psychopathe et qu'il ne devrait jamais être remis en liberté. Paul Flores a été transféré à la prison d'État de Corcoran en Californie. Avant ce transfert, il avait été attaqué 2 fois à la prison de Pleasant Valley à Coalinga, 2 fois par des détenus étrangers, 2 fois avec des armes improvisées. Même en prison, il n'était pas en sécurité. Même derrière les barreaux, ce qu'il avait fait le suivait. Et il avait appelé de sa condamnation. En octobre 2025, une décision non publiée a confirmé sa culpabilité. En janvier 2026, la Cour suprême de Californie a refusé d'examiner son dossier. Sauf intervention fédérale, Paul Flores restera en prison jusqu'en 2047 au moins. Il y a une dernière chose à dire sur cette affaire, quelque chose qui dépasse le crime, qui dépasse le procès, qui dépasse même la condamnation. Le corps de Christine Smart n'a jamais été retrouvé, jamais. Après 26 ans de recherche, après des dizaines de fouilles, après des chiens cadavres et des radars à pénétration de sol et des mandats de perquisition et des excavations, Christine Smart n'a pas de lieu de repos connu. Sa famille ne sait pas où elle est, ne peut pas se recueillir sur une tombe, ne peut pas lui dire au revoir d'une façon concrète et physique. Et Paul Flores, le seul homme qui sait, refuse de parler, a toujours refusé de parler. Le 5e amendement, les conseils de son avocat, le silence. Toujours le silence. Mais Christine Smart n'est pas silencieuse. Sa disparition a changé des choses concrètes, des choses durables. La loi Christine Smart Campus Security Act a été adoptée en Californie. Elle oblige toutes les universités publiques de l'État à établir des protocoles clairs avec les forces de l'ordre locales pour les cas impliquant des violences ou des disparitions d'étudiants. Cette loi a été votée à l'unanimité, 61 voix pour, 0 contre. Signé par le gouverneur Pete Wilson. Parce que ce qui était arrivé à Christine Smart, cette police du campus qui avait ignoré les amis inquiets, ce délai de 4 jours avant d'investiguer sérieusement, ces 6 jours avant d'interroger le dernier suspect connu, tout ça ne pouvait pas se reproduire. Sa mort a changé les règles, a protégé d'autres étudiants, a peut-être sauvé d'autres vies. La famille Smart avait eu un message à transmettre au tribunal lors de la sentence. Le père de Christine Smart, Stan Smart, avait parlé. Les frères et sœurs de Christine avaient parlé. Des amis avaient parlé. Chacun avait décrit ce que 26 ans sans réponse avaient représenté. 26 ans de questions, 26 ans de chercher, 26 ans de Noël et d'anniversaire et de mariage et de naissance vécus avec cette absence au centre de tout, avec cette question au centre de tout. Où est Christine ? Christine Smart avait 19 ans. Elle s'appelait aussi Roxy. Elle appelait ses parents tous les dimanches. Elle était une artiste, une aventurière, une jeune femme qui voulait faire tout en même temps. Elle était en première année d'université, elle avait toute la vie devant elle. Et un soir de mai 1996, elle a croisé le chemin d'un homme qui l'observait depuis des heures. Un homme qui attendait, un homme qui savait ce qu'il allait faire, et qui l'a fait, et qui a pensé pendant 26 ans qu'il avait gagné. Mais il n'avait pas gagné. Parce que sa famille n'a jamais abandonné, parce que les enquêteurs n'ont jamais fermé le dossier, parce qu'un homme avec un microphone a raconté son histoire à 5,5 millions de personnes, parce que la vérité ne disparaît pas, même quand le corps n'est pas retrouvé, même quand le suspect invoque le 5e amendement pendant 26 ans, même quand tout semble impossible, la vérité attend, elle patiente, elle s'accumule, pièce par pièce, année après année, jusqu'au jour où elle est suffisamment forte pour entrer dans une salle d'audience et renverser le silence d'un homme qui pensait être intouchable. Christine Smart, 19 ans, pour toujours.